Alors, bonjour tout le monde. Pour notre deuxième conférence, on a le plaisir d'accueillir Frédéric Poisson. Frédéric est écologue au ministère de l'Environnement, de la Biodiversité, de la lutte contre les changements climatiques à Québec. Il est coordonnateur du cadre écologique de référence. Le cadre écologique de référence, c'est un outil pour cartographier les écosystèmes, mais aussi comprendre l'organisation spatiale. Puis il est aussi coordonnateur de la classe de biodiversité du Québec nordique. C'est dans ce cadre-là qu'on l'avait rencontré. Merci. Merci. Alors, je vous avoue, je suis un peu stressé. Climat et biodiversité, c'est une évidence pour moi. Et s'il y a des biologistes dans la salle, ils vont trouver ça peut-être très plate. Et un autre volet où je vais peut-être essayer de les faire rêver et d'essayer de leur faire apprendre des choses sur ce qu'on fait. Petit sondage, ceux qui sont vraiment à l'aise avec biodiversité et climat, est-ce qu'ils connaissent les choses? Je voudrais avoir une tête ou s'il y en a qui connaissent absolument rien. Alors, ceux qui connaissent, ok, ouais, ouais, vous avez. Non, moi aussi. Si toi, tu lèves pas là, j'ai mal. Et donc, les autres, ouais, ça va être du nouveau pour vous. Parfait, donc on peut aller à la base tant que je vois que je sois gêné là-dedans, c'est parfait pour moi. Euh, c'est- en fait, c'est pour. Voilà. Ouais. Donc, on va commencer vraiment vers la base. La biodiversité, c'est quoi? On a une définition, nous, par la loi sur la loi sur la conservation du patrimoine naturel. C'est une loi qui englobe les aires protégées qui sont en fait sous le mandat en fait, du ministère de l'Environnement, les réserves écologiques, réserves de biodiversité, si vous en avez entendu parler. Et la biodiversité, elle se définit comme la variable des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins, estuariens et du piscicole, ainsi que des complexes écologiques dont ils font partie. Ces termes comprennent aussi la diversité au sein des espèces, entre les espèces, même que les écosystèmes. Une histoire vaut mille mots, hein. Donc, la diversité, c'est quoi? C'est la diversité des gènes, des espèces, des communautés dans lesquelles elles sont et qu'elles forment, et le biotope, mais aussi, bien sûr, les processus dont ils dépendent. Le feu, enfin, fait partie. On n'en a pas encore entendu trop parler cette année, je suis content, mais ça commence. Je pense qu'on va encore en entendre parler cette année. Euh, Au Québec, la diversité, ben, elle s'exprime en fait par différentes échelles. Là, c'est à l'échelle des grands écosystèmes, mais on voit qu'il y a une gradation, hein. Forêt boréale forêt feuillue vers le sud, forêt boréale dense un peu plus au nord. On passe de la forêt dense à la forêt à la taïga. On en a parlé tout à l'heure en Sibérie. Et on a la chance au Québec hein, de parler jusqu'au même de la toundra au niveau du nord du Québec. Je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Euh, alors là, je ne pouvais pas m'empêcher, bien sûr, ça c'est mon petit dada, la compréhension en fait des écosystèmes de la biodiversité passe forcément par les habitats, par le milieu physique. Et on ne peut pas comprendre en fait toute cette diversité-là si on ne comprend pas l'habitat et les choses, sur quoi, ce que supporte en fait la biodiversité et le vivant. Alors, petite histoire rapide du Québec en moins de, comment dire, une minute, je vais vous faire 4,8 milliards d'années en fait d'histoire. Faut savoir qu'au Québec, il y a en fait un point dans le coin entre Pouvonitou et Appélique, c'est un point où en fait on rencontre la plus vieille roche du monde. 4,28 milliards d'années. C'est exceptionnel et en fait on en retrouve et on se bagarre avec l'Australie en ce moment là sur qui a la plus vieille et ça, il s'avère en fait qu'on a une des plus vieilles donc roche, un premier craton qui s'est formé alors que la Terre était toute en une boule de feu. Petit à petit elle s'est refroidie et ça a créé des roches. Et on retrouve la première trace en fait de roches dans ce secteur-là et dans le même secteur, bien sûr, la première trace de vie aussi, puisqu'il suspecte en fait des traces d'activité bactérienne 4,4 à quelque chose autour de 4 milliards d'années. Donc, c'est 4,5 milliards d'années création du système solaire et 4,28 milliards d'années, on est dans la création même d'un des premiers cratons au niveau du Québec. Donc, c'est un âge là, qui est, hein, comment on dit. On voit, vous voyez, des alignements en fait de la roche là. Donc en fait, il y a eu des accrétions à un moment donné, accrétions donc des supercontinents qui se retrouvaient, et il y a des roches sédimentaires qui se sont faites comprimer. Et en se comprimant, ben, ça a créé ces formes un peu de crénelés en fait. Donc on revoit dans la fosse du Labrador. La fosse du Labrador, c'est là où on trouve tout le fer en fait. Donc il y a une ligne là où on retrouve beaucoup de mines de fer et avec toutes les richesses non minières qu'on peut retrouver.
Les Torngat, créés, donc c'est un craton créé aux alentours de 2 milliards d'années. Torngat, pourquoi j'en parle? Ben, c'est le sommet le plus haut du Québec, 1600 mètres. Donc, quand on compare, on pleure, mais en fait, c'est quand même assez impressionnant quand même d'avoir le plus haut sommet là, de l'ouest dans ce secteur-là, à l'est du Québec. Une grosse formation à un moment donné où les supercontinents, tous les continents se sont groupés, là, il y a juste un moment, il y a 1,5 milliard d'années, ça a créé une chaîne de montagnes. Et cette chaîne de montagnes-là, en fait, ce que vous observez actuellement, c'était des roches qui étaient à 35 kilomètres au fond, enfin, en profondeur. Et en fait, c'était une chaîne de montagnes qui faisait 8000 mètres d'altitude. Donc, en fait, on avait l'Himalaya, 1 milliard d'années, on avait l'Himalaya aux portes aux portes de Montréal, en fait. Et l'érosion s'est faite, et en fait, l'érosion a coupé ces roches-là, et petit à petit, les fonds sont remontés. Donc, ce qu'on observe actuellement, des sommets à 900 mètres, sont des roches qui étaient à 35 km au fond, en profondeur. Il y a eu une ouverture de l'océan à un moment donné, le supercontinent s'est ouvert, il y a un océan, ça s'appelle l'océan Iapetus qui s'est formé, et donc toutes les roches d'érosion des Laurentides en fait, se sont retrouvées dans la mer et ont créé des roches. Et ça a créé en fait les basses terres du Saint-Laurent. Et un autre, encore une fois, et avec le mouvement des continents, là, il y a eu une ouverture pour un océan Iapetus, et ça s'est refermé pour créer les Appalaches. Et donc, aux alentours de 400, entre 450, enfin 500 et 350 millions d'années, pas de milliards, mais de millions, il y a eu les Appalaches qui se sont créés. Et ça a formé donc les Appalaches, et les roches, en fait, qui n'ont pas été déformées, se sont laissées sur donc les basses terres, ont formé les basses terres du Saint-Laurent. Donc une ligne qu'on appelle la ligne de Logan, là, qui sépare les basses terres du Saint-Laurent des Appalaches. Et on peut voir cette ligne-là. Si vous connaissez Québec, vous savez qu'il y a le promontoire de Québec avec la Haute-Ville. Ben, toute la falaise qui est en fait au nord de cette Haute-Ville-là, et donc on passe à Côte d'Abraham par exemple, ben, c'est la faille de Logan. Donc c'est la limite des Appalaches et des Basses-Terres se passe à Québec, et on la voit physiquement dans le territoire. Donc voilà rapidement. Et puis bon, là, super beau aussi, quand on peut les survoler et qu'on a la chance de le voir, ben, c'est toutes les impacts astroblèmes en fait, qui ont apparu au cours des millions et des milliards d'années de la vie de ce territoire-là. Et il y en a ben, quelques-uns, Manicouagan, pour ne pas les citer ici, il y a certains points qui sont mal placés. L'astroblème ici de Charlevoix, le Guillaume de Lille, la Cale-au-Clair, je ne sais plus son nom ici. Enfin, puis bon, le Pingabit, bien sûr, c'est un des plus connus aussi. On ne peut pas passer sous silence aussi l'influence même de l'invasion, de la glaciation et de l'invasion marine qui a suivi aussi le Québec. Donc, il y a 20 millions, il y a 20 000 ans, en fait, non, on revient très, très proche dans la situation. Il y a 20 000 ans, il y a un glacier qui faisait 3 km de haut et qui a recouvert l'ensemble du Québec. En reculant, il y a les eaux de fonte, en fait, se sont accumulées au bord du glacier parce qu'elles étaient bloquées. Elles ne pouvaient plus aller vers le nord parce que les eaux voulaient aller vers le nord, mais étant bloquées par le glacier, ça a créé des grands lacs. Il y a eu donc l'invasion, la flèche vous présente l'invasion de la mer de Champlain. Comme le sol, le continent même s'était écrasé sur le manteau passé à cause du poids de la glace. Donc ça avait rabaissé. L'eau de mer en fondant, ben, il y a eu de l'eau, il y a eu une remontée en fait des eaux marines sur le continent, et petit à petit, le continent, à force de la déglaciation, le continent a remonté. Et on continue à ressentir sur cette remontée isostatique qu'on appelle encore de nos jours, et en baie James, je pense que c'est du 1 millimètre par an, si je ne me trompe pas. Et donc c'est quand même assez énorme au point de vue de la taille d'un continent. Alors, la mer de Champlain, ici, donc le lac Barlow-Ojibway, c'est lié avec le lac Agassiz, et à un moment donné, il y a eu un grand flush, et donc toute cette eau-là est partie donc, dans la mer. Et c'est Patrick Lajeunesse qui a retrouvé des traces d'un big flow, là, puis donc de traces là, vraiment d'un très très gros flush. Et dans mes lectures, je n'ai pas encore pu confirmer ça, j'ai qu'une seule lecture là-dessus.
mais ça avait augmenté même le niveau des eaux de près de 40 centimètres sur l'ensemble du globe. Donc ça peut influencer même les légendes, parce qu'on parle de 11 000 ans à peu près, ça peut même relancer des légendes, parce qu'il y a eu quelques cas comme ça un peu partout dans le monde, de grands flots comme ça de glace à cause de barrières glaciaires. Et donc tout ce mythe-là du grand flot qu'on a dans la Bible eh ben, revient sur des réalités en fait écologiques qui ont eu lieu. Donc de mémoire humaine, 11 000 ans, il peut rester dans cette mémoire humaine, disons, collective et orale, en fait, un souvenir de ces grands événements. Le glacier a reculé encore. Il y a la mer ici de Tyrol qui a passé sur les basses terres du Saint-Laurent. Ça explique les grandes plaines d'argile donc ça explique tous les grands écosystèmes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais toute cette histoire-là explique en ce moment tous les écosystèmes qu'on peut rencontrer dans le territoire. Et même l'utilisation même qu'on fait du territoire, ces événements-là ont une implication en fait sur l'utilisation du territoire, même fait par l'homme. On reconnaît en fait comment dire, l'effet de cette histoire géologique et géomorphologique dans l'utilisation même du territoire par l'homme. En fait, bon, ce que je suis en train de vous montrer, on parle pourquoi je me suis aussi nommé écologue. J'aime pas le mot biologiste, étant, je veux pas critiquer le terme, mais en fait, biologiste, dans mon sens, ça s'occupe d'un élément en fait de la diversité. C'est-à-dire qu'il y a des biologistes qui vont s'occuper, il y en a qui vont s'occuper du caribou, il y en a qui vont s'occuper de la forêt, il y en a qui vont. Moi, je vois l'écologie, donc mon travail, c'est de reprendre tous ces éléments-là et d'essayer de les mettre ensemble. Et c'est en fait de faire de l'écologie, qui est la définition qu'avait Hensley en 1935 en étudiant l'écosystème, en fait. C'est d'étudier à la fois, oui, le vivant, mais à la fois le non-vivant, donc le biotope, qui est le support de cette vie-là. Et pourquoi j'ai pris donc cette définition de Hensley en 1935? Et en gros, bref, je suis un bon je touche à tout et je suis bon à rien. Mais j'essaie de comprendre en fait ce que les gens nous racontent. De cette définition-là, ce qui était intéressant, j'en ai ressorti trois et je vous en parlerai de deux. C'est ce qu'il faut retenir en fait de la définition de l'écosystème, c'est que l'écosystème est une entité spatiale géographiquement délimitée, donc, et c'est l'unité de base de la nature. Le biotope, donc le milieu physique, doit être considéré comme le facteur génétique de l'organisation de ces écosystèmes. Et en gros, il ne peut pas y avoir de système sans le biotope. Et puis, l'approche holistique, c'est de voir ce territoire-là de l'univers jusqu'à l'atome. Donc, plutôt de prendre du général et aller au particulier, plutôt que d'aller au particulier pour remonter au général. Alors, je ne vais pas vous faire, comme je dis, je ne vous fais aucune démonstration, je vais vous faire une monstration. C'est moins scientifique, mais moins on est sûr de tout ce comprendre. Le biotope est considéré comme le facteur génétique de l'organisation des écosystèmes. Et là, ça va vous rejoindre justement en termes de climat. C'est que le climat, effectivement, induit la force et l'intensité des échanges de flux et d'énergie et de matière. En gros, bah, c'est facile, hein, l'inclinaison avec la position du soleil. On voit que les rayons du soleil, comment dire, plus c'est à l'équateur, en fait, plus les rayons sont directs, donc plus il fait chaud et plus on remonte vers les pôles, plus il y a de diffusion et en tout cas le courant en tout cas de lumière est beaucoup plus diffus et donc forcément les températures sont plus basses et ça crée un lien sur l'écosystème. Donc on peut se dire qu'il y a une différence, on peut expliquer par cet élément-là la gradation en termes de latitude de la végétation. Mais moi, ce que je dis et ce que je vais vous montrer, c'est que la morphologie de la surface terrestre induit la nature de ces échanges. Et donc, en fait, quand on se retrouve, par exemple, c'est dans un secteur, vous reconnaissez, hein, l'île de Vancouver, avec les Rocheuses et la précordillère, et on voit à part les couleurs, en tout cas, bon, ben, il y a des hautes altitudes, et là, il y a un plateau à peu près à 1500 mètres. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je focus sur ce territoire-là, qui est un tout petit peu plus haut en fait, que ce qui est sur la côte, mais avec un relief quand même assez accidenté. Quand on regarde la photo satellitale ici, qui est prise ici, je ne pourrais pas vous dire la saison, mais ce qu'on voit quand même, c'est que les grands courants atmosphériques très humides en fait, liés au Pacifique, ben, et les nuages se font arrêter
sur la côte et par la précordillère, en fait. Vous voyez sur ce relief-là ici, et la précordillère avec les reliefs, donc on est scotché sur la côte. Et ce qu'on observe, bon, ah oui, ça va me gêner quand même, je ne pensais pas, mais hop, je vais le mettre ici. Ce qu'on observe là, c'est donc très vert, donc on reconnaît peut-être que là c'est de la forêt, et là on reconnaît quelque chose d'assez sec et un petit peu même, on pourrait dire, désertique. Et si on prend donc même latitude, et pourtant deux écosystèmes différents. Secteur-là ici, on est quasiment effectivement, on serait en Argentine, on dirait la Pampa. Donc on est dans un secteur en fait assez sec, puisqu'en fait on est en hiver et on voit de la neige sur les sommets. Et ici, la couverture de neige n'est pas si énorme que ça, avec une végétation quand même très très éparse. Et de l'autre côté, et ça c'est pris à 2 jours d'intervalle, je peux vous le dire parce que c'est moi qui l'ai pris parce que j'étais en vacances. Et de l'autre côté, on est dans ce secteur ici, dans le Mont Olympe, je pense que c'est un parc, hein, et on va dire quasiment une forêt pluviale parce qu'en fait, il y a des mousses qui poussent sur des troncs et sur la mousse poussent des fougères. Donc, on ne peut pas être plus humide que ça dans ce système-là. Et vous observez quand même de la neige ici et on est sur la pluie à cet endroit-là. Et donc, en fait, tout s'explique en fait par la morphologie, par le milieu physique et donc par les reliefs qui empêchent les grands courants et ainsi de suite. Alors qu'on est à la même latitude et techniquement, ça reçoit en fait la même énergie et ça devrait normalement être les mêmes écosystèmes. Bon, il y a une différence d'altitude, oui, mais le relief et non, le barrage par les courants explique un peu cet élément-là. Puis, l'ampleur de ces changements-là, ce qui est intéressant, change avec l'échelle d'observation. On peut aller même plus loin, ça veut dire que là, on est dans les Pyrénées. Et on est avec un versant nord du bac par rapport à un versant sud à l'Adré. Et on est en automne, on a de la chance. Écosystème feuillu avec puisqu'en fait ça change de couleur, on peut même le confirmer. Écosystème feuillu ici, écosystème plutôt résineux de l'autre côté. C'est que simplement là, en rendu là, l'exposition, donc forcément une exposition sud amène plus d'énergie. Mais on est dans un même contexte. Et puis, si on va un peu plus loin, ben, on augmente d'altitude et puis même la limite des arbres est atteinte et donc on n'a même plus de. Donc voilà sur le fait. Et c'est pour ça que dans mon travail, généralement, en fait, je travaille beaucoup plus sur le biotope que sur la végétation, en sachant que ben, moi, j'étudie normalement, généralement, mon travail pousse sur la grande organisation des écosystèmes du Québec. Le Québec, c'est 1 700 000 km². Et puis, si on voulait faire ces études, si on veut comparer à l'Europe, ben, le Québec, dans sa superficie, comme moi je l'étudie, il faudrait que j'étudie l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie ensemble. Et donc, ça fait quand même un gros territoire pour mettre aussi en relation avec les distances. C'est pour ça qu'on choisit beaucoup, nous, de travailler sur le milieu physique et la compréhension de l'organisation du milieu physique, en mettant ensuite des données sur le climat et sur la végétation, pour pouvoir après avoir des idées sur l'organisation, la différence d'organisation des écosystèmes. Alors là, j'ai envoyé ça pêle-mêle. Tout ça, cette diapo-là, c'est pour vous dire qu'en fait, moi, j'ai rien inventé. Je suis une toute petite chose face à ce qui s'est fait. Et ce monsieur, donc Friedrich Karl Wilhelm Heinrich Alexander Baron de von Humboldt, si on retenait Humboldt, je pense que ça, vous le connaissez, le courant d'Humboldt dans le Pacifique, c'est en fait une personne qui, en 1769, en marchant, avec son petit thermomètre et ses astrolabes et ses machins, avait déjà tout compris. C'est-à-dire que les différences d'altitude, comme je vous ai parlé tout à l'heure sur la limite de la végétation, voilà un bel exemple. C'est la personne qui a instauré l'idée des isothermes. Donc là, pour la peine, de ce que j'ai lu, et comme je vous dis, là, c'est tout belle-mêle, mais ce qu'il faut retenir de cette diapo-là, on le dit que c'est le père de la météorologie moderne. Et avec ses instruments, il a fait le monde. Il a créé aussi, ici, dans cette carte mondiale, en fait, avec des isothermes et tout, il expliquait, en fait, l'organisation des grands écosystèmes au niveau mondial. Et cette carte-là date de 1700, non, début 19e siècle. Donc, on est dans une idée où on n'avait pas encore de modèle, une vision globale des choses, et pourtant, lui l'a amené dans ses travaux et dans ses études. Bon, on parle de père de l'écologie, de la climatologie, de la phytogéographie. Bon, bref, c'est toute seule pour dire qu'en fait, on a déjà bah,
En fait, il nous a légué quelque chose qui était énorme et on fait que continuer en fait son idée. Donc, on n'invente rien, comme je dis, mais on est donc à peaufiner en fait son legs, en fait. Ça vous disait quelque chose, une boîte? Oui, je vois, oui, quand même. Parfait. Oui, mais non, j'ai arrêté de te regarder. Ce qui est intéressant aussi, et la raison pour laquelle, enfin, ça c'est un petit peu, ouais, c'est de la rhétorique pour me défendre que je me focus beaucoup sur le milieu physique plutôt que sur la végétation, mais c'est que en termes de biodiversité, ce qu'il faut savoir, c'est que les communautés représentent un agencement unique d'espèces en interaction les unes avec les autres, mais qui initialement se sont adaptées individuellement aux conditions climatiques et édaphiques. Quand on va en forêt actuellement et qu'on se dit, ah, je suis dans l'érablière à Carrier, ou je suis dans la sapinière à bouleau blanc ou la sapinière à bouleau jaune, c'est en fait une vue de l'esprit scientifique qui nous fait montrer que oui, il y a du sapin et du bouleau jaune dans des conditions édaphiques et climatiques particulières. On les a reconnues, puis elles sont réelles. Sauf que justement, quand on travaille sur des projections, on nous dit, ah ben, la sapinière à bouleau jaune va monter vers le nord. Et en fait, ça, c'est une très mauvaise comment dire, interprétation de ce qui s'est passé et une mauvaise compréhension de ce qu'on voit. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est un temps T0 avec, oui, le sapin et le bouleau jaune ensemble, ou le sapin et le bouleau blanc ensemble, mais on ne comprend pas, en fait, que c'est une adaptation individuelle de ces individus-là qui nous ont fait amener à cet écosystème-là. Et il y a Hunter, en fait, qui a travaillé là-dessus. Et là, par exemple, il a pris, je vous ai expliqué pourquoi la glaciation, c'est là où on sent bien. Maximum glaciaire, 12, 20. On n'est même pas dans le maximum glaciaire, on est dans la déglaciation. Donc, le glacier est allé jusqu'au Wisconsin, puis là, il est remonté. Et là, vous avez les traces par la paléoécologie, en fait, les traces en fait, des pollens dans les lacs, dans les sédiments de lacs, pardon. Vous avez les places qu'occupait en fait, le hêtre et la cruche il y a 12 000 ans. Et vous voyez bien que le hêtre était dans ces deux territoires-là et la couche était là. Petit à petit, donc les glaciers remontaient, le climat se réchauffait, et le hêtre et la cruche, en tout cas, les individus se sont mis enfin, pas les individus, mais les espèces, se sont mis à remonter tout doucement. Et là, on est à 8000 ans. Et oui, déjà, là, voilà, il y a une communauté hêtre et cruche qui se retrouvent ensemble, mais la communauté, c'est parce que, en fait, les deux populations se croisent à cet endroit-là. Ils ont toutes en fait, les espèces sont plastiques, hein, donc elles réagissent à des conditions climatiques et édaphiques. Elles peuvent s'adapter à différentes conditions édaphiques. Elles ont comment dire, des écarts de variables qui leur sont propres. Et à un moment donné, ben, les conditions édaphiques et climatiques se retrouvaient favorables pour ces deux espèces-là. On se retrouve il y a 6000 ans, et là, la communauté là, se crée de plus en plus, jusqu'à arriver, on va dire, quasiment de nos jours, où on reconnaît, et là, on l'a pas encore, moi, je ne la connais pas au Québec, mais en tout cas, on reconnaît au milieu des États-Unis, en tout cas, on reconnaît cette communauté là de hêtres et de cruches qui forme en fait une communauté bien reconnue. Mais en fait, ne veut pas. Donc, si on poursuivait avec le changement climatique, avec l'augmentation des températures, on va poursuivre comment dire, cette progression nordique de ces deux espèces-là. Puis, cette communauté-là, en tout cas, hêtres et cruches, elle va bouger, mais on ne pourra pas encore, en tout cas, difficilement prédire quelles sont ses conditions en fonction de sa variabilité, ses compétences d'adaptation, parce qu'ils ne vont pas rencontrer, bien sûr, les mêmes conditions quand on va arriver dans ce secteur. On est ici dans le secteur des Appalaches. Les Appalaches courent jusqu'en Alabama, ici. Donc, en fait, vous êtes dans des conditions de roches sédimentaires avec des certaines conditions. Et là, on arrive sur le bouclier canadien avec des roches plus acides, ainsi de suite. Donc, qui sait, en fait, comment elles vont pouvoir s'adapter et donc progresser dans ce territoire. Chose très intéressante de ce faisant. Donc, en fait, il y a des choses à réfléchir et à penser. J'ai fait cette présentation aussi ça c'est à la demande de Diane, justement, c'est de voir comment on pourrait reprendre les contacts, en fait, et de travailler ensemble sur des projets et des choses comme ça. Et donc, moi, j'ai des observations, j'ai des questions, j'ai des besoins. Et donc là, on arrive dans cette chose-là. Avec mon observation, par exemple, que
et là je vais revenir sur les écosystèmes du Québec justement, c'est que le Québec se retrouve dans des conditions assez particulières en fait. Parce qu'on est quasiment à la même altitude que l'Europe. Hein, Québec est au niveau de Bordeaux, donc on s'entend qu'on est quand même dans ce secteur-là, Québec, enfin Bordeaux étant ici, Québec étant là, on est à la même latitude que Bordeaux. Mais on ne se retrouve pas avec forcément les mêmes conditions climatiques. Donc en fait, on voit bien le Gulf Stream qui vient donc lécher jusqu'aux côtes européennes et qui réchauffe, ça c'est du connu pour vous. Le courant du Labrador qui vient refroidir nos choses, ce qui fait que euh, là, si je prends un détail un peu plus, donc on voit les courants du Labrador, les grandes masses d'eau en fait qui viennent lécher la côte du Labrador aussi. Ben, ce qu'on observe, et ça, moi, ça me fascine, c'est que, vous voyez la toundra, je vous parlais tout à l'heure de la toundra au Québec, la toundra se retrouve en fait bien en dessous du cercle polaire. Alors que si on fait le tour du cercle polaire, on retrouve bon, en Manitoba un tout petit peu aussi, mais la taïga remonte, donc la forêt, en fait, les arbres hein, remontent jusqu'au cercle polaire au niveau du Yukon et de l'Alaska. En Russie, bon, il se passe quelque chose ici, bien sûr, dans ce secteur-là, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Mais sur tout le reste de la Russie, on voit bien qu'en fait, la forêt remonte bien plus au nord que le Sahara. Et donc, en fait, dans cette vision-là, on peut dire que le Québec est quand même, et Québec en tant que tel, parce que la forêt boréale est quand même se retrouve, si on fait le même exercice pour la forêt boréale, ben, la forêt boréale se retrouve bien en dessus aussi de ce secteur-là, en tout cas dans le secteur russe. Donc, en gros, on peut dire, et c'est la particularité du Québec, on se retrouve aux portes de l'Arctique avec une possibilité en fait, d'observer des écosystèmes qui sont bien plus accessibles que si on était en Russie. Tout à l'heure, on nous racontait justement la difficulté d'aller en Sibérie. Ben, on a la chance en fait d'avoir quand même des villages qui nous amènent dans ces territoires-là qui nous font voir en fait des écosystèmes assez particuliers. Et c'est là en fait que la question se pose, c'est quelle est l'influence dans vos mots. Enfin, moi, c'est une question complètement, comment dire, d'un néophyte là, à ce sujet-là. C'est comment dans vos modèles vous pouvez quantifier quelle est comment dire, l'importance de ce courant-là versus l'importance des grandes masses d'air, par exemple. Si on regarde, ça c'est un truc tiré de Narcan, en fait, un bouquin sur la météo en aviation. Hein. On voit bien que les grandes masses, là c'est en hiver, en été, pardon, et en hiver, on voit bien que les grandes masses d'air descendent encore un peu plus, encore une fois, au Québec, que dans le reste en fait, du Canada. Et donc, en fait, c'est comment vous arriveriez à me déterminer l'influence de ces courants sur justement les baisses de température ou les hausses de température à d'autres endroits. Donc ça, moi, c'est un truc qui me fascine, mais ça pourrait faire valoir des explications. Et puis, dans ces analyses-là, justement, si on parle d'un... Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de ça, mais ça serait des questions. Est-ce que dans le changement probable en fait des grands courants, quelles seraient les influences majeures et à quoi on pourrait s'attendre dans ces choses-là? De voir, parce que vous faites des changements, on voit les modèles, mais de savoir si derrière ça, vous pouvez nous expliquer les changements de ces variables-là, justement de courant ou de grande masse d'air, ça serait intéressant, pour moi en tout cas, de le voir pour pouvoir après regarder ça en termes d'écosystème. Voilà, ça c'est pour ma première question. Il y a des choses qui se font. Donc après, j'ai grappillé un peu sur des éléments qui se travaillent pour mettre en relation biodiversité et climat. Là, ça c'est le groupe donc de Karimbo Ngava qui fait des petites fiches et j'en ai trouvé une qui était intéressante. C'était sur l'effet en fait du couvert de neige, de la température et tout sur la migration du caribou de la rivière aux feuilles. Et on voyait d'année en année, en fait, bon, il y a un axe privilégié, on le sent bien, qui est le long de la côte de la baie d'Hudson pour remonter vers les zones ici de Misbah. Mais il y a des fois où on sent que, des fois, on se dit, bah, c'est ouf. Je pense que c'est une centaine d'individus qui ont été mis avec le collet. On sent bien que des fois, ça passe vraiment finement, on dit ça ne passe que là.
et d'autres endroits où ils sont un peu moins, en tout cas les caribous sont un peu moins demandants. Et donc, en fait, les contraintes sont peut-être moins faibles et donc ils peuvent se balader un peu partout sur le territoire. Donc, on voit bien que là, les conditions, je ne rentrerai pas dans le détail des choses, mais on voit bien que les conditions d'enneigement ou de fonte de glace, par exemple, parce que s'il y a des grandes masses d'eau, ben, ils ne s'amuseront pas tout le temps, en tout cas, de ce qui était observé, à nager vraiment la masse d'eau, mais plutôt de la contourner. Donc, en fait, ça peut créer des faits que ben, ça s'écarte ou ça se réduit en fonction des contraintes, en fait, et complètement la lier au climat. Donc, pour la peine, on est totalement en corrélation à 100% et en corrélation et en condition. Euh, Petit rappel aussi donc là c'était ce que j'ai trouvé là sur Karim Bungawas, un exemple, mais petit rappel sur ce que nous on avait fait justement en 2009 avec le projet d'Atlas Biodiversité du Québec nordique. Il y avait deux personnes qui au sein d'Ouranos avaient travaillé pour ce projet-là, c'était Jason Sampson et Maya Rapak. Donc Jason s'était occupé lui principalement de l'Atlas de biodiversité, donc effet des changements climatiques sur la biodiversité, faire quelques petites recherches. Et donc, son but dans son travail, c'était de fournir des données et des outils pour appréhender l'influence du climat sur les écosystèmes et la diversité, et en focusant un petit peu plus sur le volet nordique, puisque la classe était vraiment normalement se concentrer au nord du 49e parallèle. Alors, il a fourni des interprétations sur les impacts des changements climatiques, sur les perturbations naturelles. Là, c'est ce que je vous ai montré ici, c'est la tordeuse. Ça, c'est la croissance de la tordeuse en fonction des changements. Donc, on voit qu'il y a une remontée de la croissance relative de la tordeuse des bourgeons de l'épinette ici en 2050 et qui suivent un peu les choses. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il nous avait fourni, ça c'est intéressant, à partir des variables climatiques données par le modèle, et ben, il nous avait fourni un modèle de domaine bioclimatique. Et en gros, ben, quand on regarde ça, on reconnaît l'influence des basses terres du Saint-Laurent. Ça monte petit à petit vers le nord, donc de la forêt boréale à la taïga jusqu'à la toundra, et même la toundra prostrée ici avec des conditions extrêmes dues au vent et au décapage de roches. Et une gradation est-ouest au niveau de l'humidité, on reconnaissait ça bien. Donc, je ne rentre pas non plus dans les détails sur les variables prépondérantes, mais en tout cas, température, précipitation, degré jour de croissance qui était à rajouter, on voyait bien qu'il y avait une logique. Et dans ce modèle-là, je me reconnais, puisqu'en fait, on voit pour Québec, par exemple, ici, bah, c'est le massif des Laurentides. Donc, si vous avez déjà roulé entre Québec et Saguenay, vous voyez bien qu'il y a un changement drastique dans ce territoire-là, où on passe à 900 mètres d'altitude. Il y a des secteurs plus humides. Il y a la Montmorency, par exemple, une rivière qui est le bassin versant qui reçoit le plus grand nombre d'eau dans l'année. Donc, en fait, on voit bien qu'il y avait une logique entre son modèle et puis la réalité écosystémique que moi, je connaissais. Et donc, je me revoyais bien dans ce limite-là. Et par exemple aussi, moi, j'ai particulièrement travaillé sur la zone de la côte nord. Ben, ça, c'est une langue ici de choses où il y a la forêt à cet endroit-là. Et ici, on retrouve que de la langue. C'est des roches décapées justement par la mer de Goldthwaite. Roches décapées, présence de beaucoup de tourbières et avec des conditions de température qui sont extrêmes à cause là, du courant qui longe en fait la côte ici et qui refroidit, qui vient de ce secteur-là ici et qui refroidit passablement les eaux. Pour avoir essayé de me baigner à Tadoussac, j'ai bien compris que l'effet des courants était très important. On avait fait affaire aussi, je passe très rapidement sur les choses, Maya Rabac, c'était plus pour la vérification du modèle, la comparaison modèle versus station d'observation et tout. Donc, on voyait qu'il y avait un besoin de réanalyse. Bon, bref, il y avait tout un système qui s'était fait. Je n'ai pas trop d'exemples à donner, c'était beaucoup des courbes et des choses comme ça qui n'auraient pas apporté grand-chose à la présentation. On avait fait faire aussi affaire avec le CSBQ pour une revue de littérature sur l'effet des changements climatiques par les autochtones, ces impacts sur la biodiversité, mais aussi sur les autochtones, les écosystèmes, les aires protégées et les corridors écologiques. Et rapidement, ben là, je vous ai fait un petit résumé, en fait, on va dire, des choses. Ça, normalement, vous l'avez encore dans vos dossiers numériques quelque part, mais je l'ai perdu. Le lien avec le CSBQ a été perdu, donc il va falloir que je retrouve ça. Mais donc,
On voit bon, pour les écosystèmes, augmentation de la photosynthèse, augmentation de la minéralisation, ainsi de suite, flux de carbone. Et ça, on aime entendre ça. Non, la seule adaptation possible, l'aménagement écosystémique, ça veut dire qu'on ne met plus l'homme à l'extérieur de l'écosystème, mais qu'on s'intègre dans l'écosystème et puis qu'on gère ça de manière un peu plus équilibrée. C'est ce qu'on défend, nous. C'est ce qu'on défend quand je dis nous, c'est une équipe même qui m'a suivi depuis une quarantaine d'années sur l'aménagement du territoire et sur l'adaptation même de la capacité de support du territoire aux aménagements. C'est ça le rôle il parlait aussi des aires protégées, donc que les aires protégées pouvaient servir de réservoir de carbone, donc ça permettait d'atténuer l'augmentation, de maintien de l'intégrité avec des zones tampons sur le climat local, réduire la vulnérabilité des écosystèmes. Je suis enregistré, mais je vais le dire pareil. Pour moi, les aires protégées, c'est un petit plaster qu'on met sur un énorme bobo. Et que là, on parle du 30%, par exemple. Mais si on fait un 30%, puis que. Moi, j'ai toujours cette image-là. Si je me mets 30% de patch, et puis qu'on m'envoie un lance-flamme, le 66-70% est brûlé, je meurs. Donc, en gros, si on ne fait pas justement l'aménagement du territoire à intégrer et de belle façon dans le 70% qu'on ne veut pas protéger, forcément, les aires protégées ne suffiront pas normalement aux dégâts qu'on peut causer sur le reste. Donc, on parle maintenant de plus en plus, par contre, c'est une bonne chose, et ça a été donc en 2009 qu'on a abordé ça, et on voit avec la COP 15 qui a eu lieu à Montréal, l'idée des corridors écologiques est maintenant présente dans la volonté, dans les objectifs de mise en place des aires protégées. C'est plus sur la représentativité même du réseau qu'on travaille. Oui, une partie, mais maintenant, on tient compte maintenant justement des corridors et de l'intégrité et de la fonctionnalité au sein même des aires protégées. Donc, on vient de rajouter en plus maintenant des objectifs dans la création des aires protégées qui nous font penser quand même qu'on pourrait aller un peu plus loin et qu'on va peut-être améliorer notre réseau à partir de ça. Sur les autochtones, avec tout ce qui était cité, fonte des glaces, diminution du gouvernival, changement dans les périodes de gel ou dégel et ainsi de suite, l'adaptation, c'était même plus de l'adaptation, c'est un défi de résilience. Donc ça veut dire qu'ils doivent changer complètement leur façon, peut-être même de faire, et donc un changement quasiment culturel dans les choses. Donc c'est pas si brillant que ça de lire ça, mais c'est une réalité. Et donc en fait, et si eux sont très très impactés et qu'ils vont devoir changer leurs habitudes, on pourrait se regarder un peu en miroir en se disant peut-être que nous aussi on devrait s'impacter peut-être nous-mêmes pour éviter d'aller plus loin dans le changement et dans la production de carbone qu'on est en train de produire. Donc, en fait, ce que eux vont vivre, ça sera, même si on ne prenait que la moitié de ce que eux vont subir comme changement, on pourrait peut-être aborder quelque chose, enfin, améliorer peut-être l'actuel dans les changements. Donc voilà, il y a de notre côté, on avait fait un ouvrage qui s'appelle l'Atlas biodiversité du Québec nordique, qui est disponible là, sur Internet. J'en ai une copie là, dans mon sac. Et la belle histoire de tout ça, c'est que lors d'une conférence qui a eu lieu en 2012, je pense, sur l'Arctique, il y a le prince Albert II de Monaco qui était venu à Québec. Moi, j'ai téléphoné directement à l'ambassade de Monaco pour leur dire j'ai fini mon rapport, est-ce que vous voulez le voir? Je pourrais vous le donner. Alors, je pourrais le donner à Albert. Et, pardon, c'est Sérénissime. Et je n'étais pas passé par les coms ni rien, mais il y a une belle chose qui s'est passée, c'est qu'il y a un ministre qui l'a pris avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Environnement, l'autre, je ne sais même pas qui c'est, de l'autre côté, donc vous avez le prince Albert de Monaco. Et je pense que même si toutes ces personnes-là n'ont pas lu, moi j'ai une trace quand même que mon rapport était super important. Donc, c'est une petite fierté. Dans ce rapport, on a travaillé donc sur le climat, on a essayé de voir un peu la relation sur les espèces, par exemple, donc Pissa Mariana, en fait, c'est ça, c'est une communauté, Pissa Mariana, rhododendron, et une communauté à épinette noire et les communautés à sapin. Et on voit bien que ces communautés-là ont quand même géographiquement des choses différentes. Et c'est vraiment carrément dû plus que
les contraintes édaphiques, c'est vraiment le climat qui explique en fait l'organisation de ces deux communautés-là. Donc, on a fait des travaux aussi sur l'effet des changements climatiques au niveau de ces zones. Donc, quelles sont les zones qui allaient subir le plus de changements au point de vue des températures et des précipitations. Et on a regardé aussi l'effet de ces changements-là dans les aires protégées actuelles et comment dire, l'apport de ces aires protégées-là à la possibilité d'adaptation du territoire. Donc, on voyait qu'il y avait en couleur, plus c'est sombre, plus comment dire, le changement était énorme dans le territoire. Mais ce qu'on voyait aussi, c'est que l'adaptation, par exemple, les monts qui étaient, c'est une évidence, mais les monts qui étaient en altitude se repéraient comme des refuges thermiques pour les écosystèmes actuels. Et les aires protégées, par chance, sur la côte nord, on a fait beaucoup d'aires protégées sur les rivières. Ben, ces aires protégées-là permettaient en fait un corridor de déplacement potentiel, d'adaptation du nord au sud. Donc, la rivière Moisy, la Magpie et la Tachouane. Donc, on a fait ces petites analyses-là. C'était vraiment je dirais des petites analyses. On n'a rien fait de très, très scientifique là-dedans. Ce que ça nous a amené aussi à faire, c'est de le faire sur, comme je vous disais, moi je travaille sur l'ensemble du territoire du Québec, 1 700 000 km². Mon cadre écologique de référence, vous voyez les unités cartographiques ici, c'est des districts écologiques. On est 2800 qui ont été découpés. Et à partir de ces districts écologiques-là, qui sont définis par une forme de terrain, une nature du sol et un dépôt de surface, quand on rajoute la température, j'ai fait une classification de ces districts-là pour tomber sur des zones territoriales. Et mes zones territoriales, en fait, sont des unités, enfin des classes qui renferment un contexte édaphique et climatique particulier. Et donc, ce qui fait qu'à l'intérieur desquels on rencontre des écosystèmes particuliers et des espèces adaptées à ces conditions-là. Et petit souvenir, quand je vous rappelais la déglaciation et puis les choses-là, fosse du Labrador, vous vous souvenez quand je vous disais qu'il y avait des failles ou des roches un peu qui se succédaient. On reconnaît les monts Autriche ici, on reconnaît les Appalaches, donc il y a toutes des zones ici dans les Appalaches. Et même, on va plus loin, ça c'est la chaîne taconienne, donc c'est la première phase de la création des Appalaches, et la chaîne alléghanienne. Et entre les deux, vous avez des roches volcano-sédimentaires qui se sont faites plisser, on est dans le coin de Sherbrooke, dans cet endroit-là. Donc, il y a plein de choses qui nous parlent. Le lac Barlow-Ojibwé, vous avez la grande plaine d'Abitibi, c'est le lac Barlow-Ojibwé. Le secteur ici, c'est un secteur qui est du Tigre de Cochrane. C'est en fait quand un glacier est revenu à l'intérieur du lac Barlow-Ojibwé, il grattait les roches calcaires de la baie dans le coin de Churchill, et il a ramené en fait des tigres et donc des calcaires, des matériaux glaciaires calcaires. Donc on a un tigre calcaire en plein milieu du Québec là, puis qui est venu en fait d'une autre chose. Donc toutes ces choses-là en fait sont marquées et toutes ces zones territoriales-là, c'est tous ceux qui ont été influencés par l'invasion de la mer de Tyrène. Donc il y a toute une logique là-dedans et qui a son importance pour les écosystèmes. Dans ce secteur-là, on avait démontré même qu'il y a des communautés là, qui sont vraiment adaptées et qui s'arrêtaient là à cause en fait, de la présence des argiles de la mer de Tyrène. Et pour vous dire que la biodiversité n'est pas organisée aléatoirement sur le territoire, ben, je vous ai pris ces zones-là et j'ai plaqué le pourcentage d'occupation de certains types de biotopes à l'intérieur de ces districts-là. Et vous voyez une concentration des tourbières dans ce secteur ici. Une concentration des dépôts marins. Je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, mer de Tyrène, mer de la Flamme, mer de Champlain. Pour vous dire ici, la concentration la majeure est ici. Les dépôts de champs de blocs qui sont dans le territoire, les moraines de Rogen, une forme particulière de moraine de décrépitude, c'est-à-dire que quand le glacier est resté là et a fondu sur place, il a déposé tout son stock et puis ça a créé des formes assez particulières et à mon avis très jolies dans le territoire. Puis le til, donc on peut dire que le Québec, là, til dans le matériau glaciaire, je pense qu'on ne peut pas plus que ça. Là. On veut dire que c'est quand même assez uniforme après en termes d'occupation dans le territoire. Après, bon, il y a les formes associées à ça, bien sûr, il y a des collines, il y a des terrains, il y a des terrasses et ainsi de suite. L'utilisation que j'en fais de ces zones territoriales-là, essentiellement, c'est pour analyser le réseau d'aires protégées au Québec. Donc, on peut calculer les superficies occupées par chaque aire protégée dans chaque zone territoriale et on peut faire un calcul de représentativité des écosystèmes des aires protégées à l'intérieur. Donc, quand on rencontre, il y a
un certain nombre d'écosystèmes qu'on rencontre dans le territoire et on veut valider si on a représenté tous les éléments qu'on rencontre dans la zone territoriale, si on les rencontre bien à la même proportion dans les aires protégées. Et on voit que notre réseau, qui est actuellement à 17%, ben, est quand même assez représentatif de la diversité des écosystèmes qu'on rencontre dans le territoire. Allez, à quelques exceptions près, à certains endroits où on n'a pas réussi à faire des aires protégées. Rapidement, depuis une quarantaine d'années, on fait des inventaires écologiques dans le territoire. Et c'est la deuxième question que je vais avoir à vous poser. C'est que ça s'est pris entre 1970 et 2019. Et moi, si je veux faire une étude de la relation qu'il y a entre les communautés ou entre l'espèce et le climat, donc les données climatiques, je serais bien mal de prendre un modèle actuel en disant, ben voilà, bon, c'est 20 degrés là aujourd'hui, sauf que j'ai pris ma donnée il y a 40 ans. Donc, en fait, le besoin que tu vas avoir à faire, moi, c'est de dire, ce point-là qui a été pris en 1978, là, c'est quoi sa température? C'était quoi sa température dans un horizon de 10 ans? Là, vous comprenez les besoins que j'ai. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était quoi sa température quand il était là? Et donc, en fait, et ça passe forcément par un modèle parce que il n'y avait pas de station forcément à l'époque. Il n'y a même plus il n'y a pas encore de station de toute façon, même maintenant dans plein milieu du territoire. Et donc, mon besoin maintenant, parce qu'on veut produire en fait une étude sur justement la variabilité des espèces. C'est quoi son range là, de variabilité? Et on commence à avoir assez de données maintenant pour pouvoir comparer parce que on voit la plasticité d'une espèce parce qu'il y a des espèces qu'on retrouve ici, mais qu'on retrouve aussi là. Donc la plasticité, elle est énorme, mais ça, on ne le savait pas avant 2010 parce qu'on n'avait pas encore fait d'inventaire. Et comme on fait un inventaire sur des espèces communes, le botaniste qui va dans le Nord rarement à récolter des espèces communes. Lui, il va chercher la petite plante rare et ainsi de suite. Alors que nous, on a pris des données sur l'ensemble des espèces. Et donc sur des espèces communes, on va pouvoir faire un travail d'analyse de quelles sont sa variabilité dans certaines données. Alors moi, je vais pouvoir le faire au niveau du milieu physique, mais j'ai besoin de vous en fait pour le faire au niveau du climat. Petit exemple, par exemple, bon, ça c'est le nombre d'espèces par relevé d'arbres. Et on voit bien que à un moment donné, il n'y en a plus. Puis les deux endroits où, enfin, petite note quand même, petite fierté personnelle, c'est deux endroits où on trouve des crumoles d'épinettes noires. Donc, et des crumoles, donc c'est des arbres qui se régénèrent par marcottage en fait, et qui sont pas plus hauts que ça. Et j'ai daté celui-là à peu près 400 ans. Donc en fait, et c'est le plus au nord parce que celui qui était connu, c'était à l'est de, je n'ai pas tout ça de 1 mètre ou 2 en lac Payne. Mais en tout cas, le plus au nord qui était connu, c'était dans le coin du lac Payne par Serge Payette quand il a fait de sa recherche. Et donc, en fait, ça, c'est des mines de rien, changement climatique aidant. Ces individus-là n'attendent qu'une chose, c'est que ça se réchauffe. Le jour où ça se réchauffe, ils vont se réveiller, ils vont se relever, puis là, ils vont pouvoir en fait se reproduire de façon sexuelle plutôt que végétative. Et donc, ça peut amener en fait un apport rapide en fait de recolonisation de l'épinette noire dans ce secteur-là. Chose qui aurait été connue avant, puisqu'en fait, Pierre Richard a fait une étude en montrant en fait qu'il y a eu une remontée, une redescente en fait de l'épinette noire suite à des réchauffements dus à la fin de la dernière glaciation, entre la dernière glaciation et maintenant, il y a eu des phases de réchauffement et l'épinette noire, il y a des preuves dans les lacs et ainsi de suite de la remontée même de l'épinette noire plus au nord dans ce secteur-là. Donc c'est super fascinant et puis donc c'est des choses qu'on va pouvoir peut-être en sachant ce qui s'est passé avant, remonter sur l'avenir avec des données bien précises. Bon, le même exemple sur les lichens, on voit bien qu'il y a plus de lichens à relever, en tout cas on en trouve plus vers le nord que généralement vers le sud. Bon, on a fait ça pour voir. Ça, c'est notre particularité, épinette blanche. Ça, c'est carrément une donnée, là, le climat, c'est-à-dire c'est les brumes maritimes qui augmentent l'humidité atmosphérique qui fait que l'épinette blanche se retrouve dans ces secteurs-là. On le retrouve aussi dans les monts Grou et un peu dans les sommets, dans les monts Autriche et tout, dans des versants justement abrités avec plus d'humidité, ainsi de suite. Microclimat. Alors maintenant, savoir est-ce que vous êtes capable de nous sortir quelque chose à cette échelle-là, l'influence justement maritime et les températures et tout. Ça, c'est des questions qui vont falloir être posées parce que ça se joue à quelques kilomètres près entre justement la côte et le terrestre.
Je finirai ça rapidement avec quelques photos. Là, c'est le faire rêver. Donc, j'espère que je vous ai appris des choses. J'espère que vous avez découvert en fait, des choses. Mais le faire rêver, ça, je suis sûr, c'est cette beauté minérale là, du territoire. Euh, on s'y fait pas vraiment quand on y est. Ça, c'est un secteur justement de la plus vieille roche du monde. Donc, je l'ai survolé, puis je suis allé le voir. Il y a des rivières, ça c'est dans le secteur de la rivière Georges, des rivières fabuleuses et monstrueuses. Si on parle de changement climatique, donc les palses avec des dégradations de palses, donc c'est de la tourbe qui s'est remontée avec comment dire, une lentille de glace qui a remonté la tourbe. Et petit à petit, bah, cette lentille de glace commence à fondre et puis on voit que les palses là, se dégénèrent. Donc ça, c'est dans le secteur aussi de Georges River. Pareil aussi, donc avec un complexe palsique avec justement les lacs de thermokarst avec la fonte. Ici, on voit bien les cuvettes ici qui sont causées par les lentilles de glace qui fondent et qui créent des lacs. Encore une fois, c'est plutôt dans le secteur de Fournitou. Donc, lac de thermokarst avec des palses. Rivière Arnaud, des rivières oui, c'est ça, on est dans le sud, hein, ça fait rêver. Les esquerres, ça c'est ouais, c'est ça, c'est des tunnels sous le glacier. Il y avait des tunnels avec des rivières qui coulaient sous le tunnel et qui ont déposé du sable. Et donc en fait, à travers une pénéplaine, là, ben, vous avez un serpent là, qui se balade sur des kilomètres et des kilomètres dans le territoire. Encore une fois, cette chose-là, donc ça c'est Wake Bay. On se croirait un petit peu à Hawaï, là. Ça vous fait des références. Un petit fjord dans le secteur aussi de Wake Bay. La rivière Arnaud. Une beauté, une petite île. Puis alors, je ne sais pas si ça faisait trop longtemps que j'étais tout seul. Et puis, ça faisait 21 jours que j'étais là. Moi, je vois une superbe femme et tout, mais avec une tête de mort. Donc, c'est Isla de la Muerte sur la rivière. Mais enfin, moi, c'est fabuleux quand même, la nature. Le Nord, ça permet, le petit géomorphologue que je suis, de voir des choses fabuleuses parce qu'on est, on est tranquille, il n'y a pas de végétation qui recoupe, donc on voit toute l'histoire des choses, tout ce qui se passe, tous les événements qui se passent. Donc en fait, c'est un livre ouvert pour l'analyse du paysage, c'est vraiment fabuleux. Rivière Arnaud, j'appelle ça les jardins japonais. On voit bien que Exposition Sud, c'est des bouleaux glanduleux, je pense, c'est ça, un boulot glanduleux. Ils sont exubérants, ils sont en forme, ils sont heureux, donc c'est fabuleux. Puis il y a nous, là, à 8 degrés des fois, quand on doit faire notre terrain, donc on travaille quand même, malgré tout. J'ai fini. La chance de voir aussi des superbes animaux et des plantes. Merci beaucoup. Ben, merci. Quelques minutes de questions, Martin. Merci pour l'excellente présentation. C'était très instructif et divertissant. Je me sens vraiment moyen. Concernant la première question sur la mer du Labrador, ben, dans les modèles utilisés par le GIEC, Synopsis, c'est quand même représenté là, de manière plus ou moins grossière, peut-être des centaines de kilomètres de résolution, mais quand même de l'information certainement à tirer de là sur l'évolution de la glace, les températures de la surface. Ensuite, nous, c'est de l'information qui est donnée par en dessous au modèle régional ou pas à plus haute résolution pour étudier le climat atmosphérique. Puis donc, maintenant, là, pour répondre à la question plus spécifique de l'impact de la mer des courants, de la mer du Labrador sur le climat, sur le Québec, ben, il y a certainement, si ce n'est pas déjà fait, il faudrait voir s'il y a des études là-dessus, mais il y a certainement moyen de la fixer. Il faudrait voir avec quoi quel type de monde on veut comparer. Un monde avec une mer du Labrador avec des courants ou avec pas de courant et une température fixe, par exemple, où on peut la recouvrir d'asphalte aussi. C'est certainement quelque chose qui se fait dans le monde modèle. OK. C'est des choses qui ont été déjà faites aussi. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Gabriel? En fait, moi, je me demandais, quand tu montrais un peu la progression des espèces avec la déglaciation, c'est des processus qui se passent sur des milliers d'années quand même. Est-ce que là, on sent que les espèces vont avoir la même capacité d'adaptation vu le changement beaucoup plus rapide? C'est une
Ouais, une grande question, hein. Ben, la plasticité, je pense que c'est l'élément clé, dans le sens où on n'a pas connu, enfin, la nature ayant horreur du vide, Aristote, hein, on n'a pas connu de zone hyper désertique dans des endroits où le climat et le sol le permettaient. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait absolument disparition ou incapacité à certaines espèces à s'adapter. Et puis, en termes de vitesse, je suis pas sûr non plus aussi que des fois, il y a eu des grandes phases de réchauffement ou de refroidissement majeurs qui ont enfin, l'impact, comme je vous dis, dans le Nord, là, j'ai pas regardé vraiment l'échelle de temps de ça, mais peut-être que Michel était plus au courant que moi là, sur ça, mais est-ce que ce temps-là n'était pas si long que ça non plus? Et ça a réagi quand même relativement vite. Ça réagit vite, mais là, on parle comme de siècles à peu près, alors que des fois, il y avait des changements sur peut-être, je sais pas moi, des millénaires, ou des fois un petit peu plus court aussi. Mais je sais que c'est une question qui se pose aussi. Tu sais, la grande promesse de Justin Trudeau de planter des arbres aussi pour refavoriser là, tout le puits de carbone. Mais là, quand ça a été dit aux chercheurs canadiens, ben, après ça, c'est comme, on n'est pas sûr, Non. on va pouvoir planter partout, n'importe quoi. Puis, tu sais, il y a comme, tu dis, les niches, les biotopes et tout. Fait que c'est pas aussi simple que ça. Puis, la migration comme ça, c'est un peu un cadre théorique là, avec lequel il faut travailler puis documenter plus en détail les processus. C'est la migration des espèces, par exemple, est évidente, hein. Le dindon, on voit des choses. Le rubus, par exemple, à Québec maintenant, c'est une évidence pour certaines espèces, c'est facile. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on a, nous, une limite théorique de la limite des arbres, mais moi, j'ai trouvé des individus 50, 100 km au-delà de cette limite théorique, parce qu'elle a été tracée suite aux connaissances, mais il reste que le potentiel est là. C'est tout ce que moi, c'est ce que j'observe là, c'est que en ayant observé mes deux petits spots, c'est que le potentiel est totalement là. Donc, moi, c'est grave. Est-ce qu'on On a des voit questions? l'identification de la végétation. Il y a du choses vraiment. Merci. Dominique, oui. Ah, ben, moi, juste pour compléter le commentaire de Martin aussi, là, la fond sur ta question, je trouvais ça intéressant parce que nous, puisque la végétation est prescrite dans le modèle, on peut souvent se poser la question sur quoi l'influence de la végétation sur la connexion. Puis toi, tu poses la question. Puisqu'elle est prescrite, c'est difficile à répondre, mais on dirait que par mentalité ou par construction, moi, je ne me suis jamais posé ce genre de questions-là parce que je cherche l'effet inverse. Alors que je pense que les plantes réagissent au climat. Alors, est-ce que l'influence, après coup, il y a une rétroaction? Très certainement. Ben, moi, je pense qu'il y a une rétroaction. On va aller. Pierre, il y avait une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce serait la dernière. Vas-y. Mais c'est pour répondre un peu à ta question sur essayer de trouver, de voir dans le passé les climats avec les observations que tu avais. Donc, ici au Canada, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc on a un projet là, qui vise à créer des réanalyses de surface terrestre. Faut comprendre que c'est quand même assez unique au monde, étant donné le peu d'observations qui sont disponibles sur les territoires canadiens. La stratégie qu'on a adoptée par rapport à d'autres pays, c'est de sophistiquer les schémas de surface. Donc, d'avoir des schémas de surface, de végétation très sophistiqués, des modèles de lacs sophistiqués, et puis de faire une réanalyse ensuite ça va tourner de manière périodique. Bref, quand on regarde les résultats de ces réanalyses-là, on voit un énorme détail présent. Ce n'est pas nécessairement induit par la végétation. On voit des structures physiques. C'est en tout cas ça. Donc, il y a probablement des combinaisons avec le cadre écologique de référence. Ça confirme totalement mon besoin que j'avais de présenter ça, et donc je ne suis pas venu pour rien. Ouais, on va en parler. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Merci aux gens.